Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de droit des sociétés. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à la matière de droit des sociétés, qui est une matière étudiée en troisième année de licence de droit dans la majorité des universités. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Dans un premier temps, on va donner une définition du droit des sociétés. On va voir ensemble, concrètement, ce qu'est le droit des sociétés. Ensuite, on parlera de la distinction entre entreprise et société, puisqu'effectivement, pour bien comprendre le cours de droit des sociétés, il est essentiel de connaître la distinction entre entreprise et société et de comprendre cette distinction, puisqu'il s'agit effectivement d'un cours non pas de droit des entreprises, mais de droit des sociétés. Ce sont deux termes qui ne sont pas identiques et il vous faut impérativement savoir ce qu'est concrètement une société, ce que signifie ce terme et en quoi il se distingue du terme d'entreprise. Ensuite, on parlera des différents types de sociétés, puisqu'effectivement, il existe différentes classifications qui permettent de distinguer les sociétés entre elles, et on parlera des principales classifications qui existent, et là encore, connaître ces classifications et quelles sont les différences entre les différents types de sociétés, ça vous aidera, là encore, à bien comprendre le cours de droit des sociétés. Et puis enfin, on verra ensemble quels sont les grands thèmes du cours de droit des sociétés. On verra ensemble, concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir en droit des sociétés. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment une bonne vision d'ensemble de la matière. Sachez également que si vous voulez réviser efficacement le droit des sociétés, vous pouvez télécharger mon pack de fiches en droit des sociétés, qui est un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière de droit des sociétés. Donc, si vous voulez réviser efficacement cette matière et si vous voulez mieux comprendre cette matière, je vous recommande mon pack de fiches en droit des sociétés qui va vraiment beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Et on commence donc avec la définition du droit des sociétés. Qu'est-ce que le droit des sociétés? Le droit des sociétés, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la création, le fonctionnement et la dissolution des sociétés. Donc d'ores et déjà, dans cette définition, on comprend qu'il existe 3 phases dans la vie d'une société, la création, également le fonctionnement, et puis enfin la fin, la dissolution des sociétés. Et on verra que le cours de droit des sociétés est structuré autour de ces 3 phases, mais on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que le droit des sociétés, il fait partie d'un ensemble plus vaste qui est le droit des affaires, qui vise à réglementer l'ensemble de la vie des affaires. Donc le droit des sociétés appartient au droit des affaires. Mais le droit des affaires est plus vaste puisqu'il inclut, outre le droit des sociétés, d'autres matières comme le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle, le droit bancaire, le droit des assurances ou encore, par exemple, le droit de la concurrence. Maintenant, ceci étant dit, quelle est la distinction qu'on fait entre entreprise et société? Pour bien comprendre le cours de droit des sociétés, il faut comprendre la distinction entre entreprise et société, qui sont des notions voisines, mais qui sont bien distinctes. Alors, une société, c'est une personne morale qui naît, en principe, par la rédaction d'un contrat conclu entre, en principe, 2 ou plusieurs personnes, qui décident de mettre en commun des ressources, donc ça peut être des capitaux, des biens ou encore par exemple des connaissances, afin de développer une activité économique et de partager les bénéfices qui en résultent. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit entre parenthèses en principe? Puisque il faut savoir que certaines formes sociales permettent la création d'une société par une seule personne. On parle de société unipersonnelle. Et on peut citer comme exemple la SASU, la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, ou encore l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais le principe, c'est que la société est créée par 2 ou plusieurs personnes. Et à l'inverse de la société, il
il faut bien comprendre que l'entreprise, c'est une notion qui est surtout une notion économique, plus que juridique. Et la notion d'entreprise désigne toute organisation de moyens humains et matériels exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de fonctionnement. Donc l'entreprise, c'est surtout une notion économique. Et donc une fois qu'on a l'entreprise, il existe deux façons principales d'exploiter une entreprise. La première façon, c'est que l'entreprise peut être exploitée comme une entreprise individuelle. On parle d'entreprise individuelle, c'est un statut. Et avec ce statut, l'activité économique est exercée par une personne physique en son nom propre. Donc concrètement, on a une personne, un commerçant, qui exerce l'activité économique en son nom propre. Et on a une seule personne, on parle d'entreprise individuelle. Dans le cas d'une entreprise individuelle, c'est forcément une seule personne qui exerce l'activité. Et cette personne, elle exerce l'activité en son nom propre, puisque l'entreprise individuelle, contrairement à la société, n'entraîne pas la création d'une autre personnalité juridique. Donc ça, c'est le premier mode d'exploitation de l'entreprise. Et le second, eh bien, c'est que l'entreprise peut être exploitée sous la forme d'une société. Et contrairement à l'entreprise individuelle, la société a la personnalité morale et est donc une entité distincte des personnes qui la créent. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en définitive, la société, c'est une forme d'organisation juridique de l'entreprise. Mais ce n'est pas la seule, puisque, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on peut aussi exploiter une entreprise sous la forme d'une entreprise individuelle, avec le statut d'entreprise individuelle. Donc retenez bien, entreprise, notion économique, société, c'est une notion davantage juridique. Ceci étant dit, quelles sont les différentes classifications qui existent et qui permettent de distinguer les sociétés entre elles? Il y a deux classifications principales. On a coutume de distinguer les sociétés commerciales des sociétés civiles et les sociétés de personnes des sociétés de capitaux. Commençons avec la distinction entre société commerciale et société civile. Alors, qu'est-ce qu'une société commerciale? Ici, il faut citer l'article L210-1 du Code de commerce qui nous dit que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Et sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action. Et donc, ce qu'on comprend à la lecture de cet article, c'est qu'il existe deux critères qui permettent de qualifier une société de commerciale. D'abord, une société peut être commerciale parce qu'elle a adopté une forme juridique commerciale, donc commerciale par la forme, et donc cela inclut la société en nom collectif, la SNC, la société en commandite simple, la SCS, la société à responsabilité limitée, la SARL, et puis également les sociétés par action, c'est-à-dire la société anonyme, la SA, également la société par action simplifiée, la SAS, ou encore la société en commandite par action, la SCA. D'accord? Donc d'abord, une société peut être commerciale par la forme, c'est-à-dire parce qu'elle a adopté une forme juridique commerciale. Toutes ces sociétés que je viens de vous citer sont toujours considérées comme des sociétés commerciales. Et puis également, une société peut être commerciale parce qu'elle exerce une activité commerciale. Et donc ici, c'est l'objet de la société qui la rend commerciale. Donc deux critères pour qu'une société soit une société commerciale, la forme et l'objet. Et par exclusion, toutes les sociétés qui ne sont pas commerciales sont des sociétés civiles et leur activité ne peut être
que civil. C'est-à-dire qu'une société qui n'a pas opté pour une des formes juridiques commerciales dont je viens de vous parler et qui n'exerce pas une activité commerciale sera une société civile et son activité ne peut être que civile. Et les sociétés civiles, elles sont plébiscitées dans différents domaines, comme par exemple la gestion de patrimoine immobilier. On a aussi l'exercice de professions libérales, avocats, notaires, médecins, architectes, etc., etc. Ce sont souvent des sociétés civiles. Et on a aussi par exemple l'agriculture. Et la distinction entre société commerciale et société civile, elle a plusieurs conséquences. D'abord, une société civile est soumise au droit civil, alors qu'une société commerciale est soumise au droit commercial. Donc concrètement, une société civile sera soumise uniquement aux dispositions du Code civil qui concernent les sociétés de manière générale, tandis qu'une société commerciale sera soumise aux dispositions du Code de commerce. Également, en cas de litige, les sociétés commerciales relèvent du tribunal de commerce, tandis que les sociétés civiles relèvent du tribunal judiciaire. Aussi, les sociétés commerciales ont l'obligation de tenir une comptabilité, tandis que les sociétés civiles n'ont pas cette obligation. Et puis enfin, très important, les associés de sociétés civiles sont personnellement, c'est-à-dire sur leur patrimoine personnel, et indéfiniment responsables des pertes subies par la société, tandis que dans la plupart des sociétés commerciales, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si par exemple une société civile fait faillite et qu'elle ne possède plus suffisamment d'actifs pour désintéresser ses créanciers, eh bien à ce moment-là, les associés de la société civile seront contraints de payer les créanciers sur leur patrimoine personnel. Tandis que dans la majorité des sociétés commerciales, en cas de faillite de la société commerciale, eh bien les associés ne peuvent pas être tenus de payer les créanciers sur leur patrimoine personnel puisque leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. Voilà donc pour la distinction entre société commerciale et société civile. On passe maintenant à la distinction entre société de personnes et société de capitaux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une société de personnes? Il faut bien comprendre que les sociétés de personnes sont dominées par un fort intuitu personae. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on s'associe, on ne s'associe pas avec n'importe qui. On s'associe avec ces personnes-là, on veut s'associer avec ces personnes-là et pas avec d'autres. La personnalité des associés est importante. C'est-à-dire que les associés se connaissent et se font confiance. Et c'est pourquoi les parts sociales des sociétés de personnes ne sont cessibles qu'avec le consentement des autres associés. Également, les sociétés de personnes sont des sociétés à risque illimité. Et donc, les associés sont personnellement et indéfiniment responsables des pertes subies par la société. C'est-à-dire qu'en cas de faillite de la société, ils seront tenus de payer les créanciers sur leur patrimoine personnel. Et parmi les sociétés de personnes, on trouve la SNC, la société en nom collectif. On trouve également la SCS, la société en commandite simple. Et puis également, on a les sociétés civiles. Les sociétés civiles sont toujours des sociétés de personnes. Et à l'inverse des sociétés de personnes, les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles les associés se regroupent en considération des capitaux apportés et non en fonction de leur personnalité. C'est-à-dire que la personnalité des associés importe peu. Ce qui compte surtout, ce sont les capitaux. Et dans les sociétés de capitaux, les associés ne se connaissent pas forcément. Et donc logiquement, les droits sociaux des sociétés de capitaux,
On parle, dans le cas d'une société de capitaux, on parle d'actions, sont en principe librement cessibles. Il est possible, en principe, de céder ces actions librement, contrairement aux sociétés de personnes. Également, les sociétés de capitaux sont des sociétés à risque limité. Ça signifie que les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leurs apports. Donc concrètement, si une société de capitaux fait faillite, ces associés ne sont pas tenus de désintéresser les créanciers sur leur patrimoine personnel. Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. Et parmi les sociétés de capitaux, on a donc la société anonyme, la SA, on a également la société par action simplifiée, la SAS, ou encore la société en commandite par action, la SCA. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les sociétés civiles, ce sont toujours des sociétés de personnes, mais en revanche, les sociétés commerciales peuvent être des sociétés de personnes ou bien des sociétés de capitaux. Puisqu'en effet, parmi les sociétés commerciales, on a la SNC et la SCS qui sont des sociétés de personnes, et on a l'ASA, la SAS et la SCA qui sont des sociétés de capitaux. Et puis enfin, au-delà des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, il existe une troisième catégorie hybride de sociétés qui sont les sociétés à responsabilité limitée, les SARL. Pourquoi est-ce que c'est une catégorie hybride? Tout simplement parce que les SARL possèdent à la fois des caractéristiques propres à la société de personnes, mais également des caractéristiques propres à la société de capitaux. Puisqu'en effet, la SARL, elle a comme caractéristique des sociétés de personnes le fait qu'elle est dominée par un fort intuitu personae. Et donc, les parts sociales de SARL ne sont pas librement cessibles. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement des associés. Et donc ça, c'est une caractéristique des sociétés de personnes. Mais également, la SARL, elle a des caractéristiques des sociétés de capitaux, et en particulier, la responsabilité des associés de SARL est limitée au montant de leurs apports. Et donc, la SARL est un type de société hybride. Voilà donc pour les différentes classifications qui permettent de distinguer les sociétés entre elles. On va maintenant s'intéresser aux grands thèmes qui composent le cours de droit des sociétés. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière qu'une personne physique, une société naît, puis vit et finit par disparaître. Il y a donc 3 grandes phases dans la vie d'une société, et donc le cours de droit des sociétés est structuré autour de 3 grands thèmes qui sont premièrement la naissance de la société, ensuite la vie de la société et enfin la fin de la société. Et donc commençons avec la première partie qui a trait à la naissance de la société. Alors dans cette première partie, on va étudier d'abord les conditions de validité du contrat de société. Puisqu'on l'a dit précédemment, la société naît par un contrat, et pour que la société soit valable, il faut que le contrat soit valable, et donc qu'il respecte différentes conditions de validité. Alors, quelles sont ces conditions? D'abord, bien évidemment, le contrat de société étant un contrat, il doit nécessairement respecter les 3 conditions de validité qui sont communes à tous les contrats. Les 3 conditions de validité qui s'appliquent à tous les contrats et qui sont le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Et puis également, outre ces conditions générales de validité des contrats, le contrat de société doit respecter les 4 conditions spécifiques de validité qui sont énoncées par l'article 1832 du Code civil et qui sont la pluralité d'associés, les apports, l'entreprise commune
et la participation aux résultats. Et à ces 4 conditions qui sont énoncées par l'article 1832, il faut également ajouter une 5e condition qui est l'affectio societatis. Et donc, dans le cours de droit des sociétés, vous étudierez en détail chacune de ces conditions de validité du contrat de société. Ensuite, dans cette partie, on étudie les formalités de création de la société. Que sont ces formalités? Ça va être par exemple la rédaction des statuts. Il faut impérativement rédiger les statuts de la société. On a également un certain nombre d'obligations de publicité. Et on a aussi et surtout l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il est nécessaire d'immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés pour que la société se voit conférer la personnalité morale. C'est l'immatriculation qui permet à la société d'acquérir la personnalité morale. Et donc, vous étudierez également les différents effets de la personnalité morale. Et vous verrez que la personnalité morale confère à la société d'abord des éléments d'individualisation, des éléments qui permettent de l'individualiser. Donc, ce sera par exemple une appellation, et dans le cas d'une société, on parle de dénomination sociale. Ce sera également un siège social, ou bien encore une nationalité. Et tous ces éléments permettent d'individualiser la société. Également, la personnalité morale confère à la société un patrimoine propre, un patrimoine distinct de celui de ses associés. La personnalité morale confère aussi à la société la capacité juridique, puisqu'elle permet, cette personnalité morale, elle permet à la société de conclure des contrats et d'agir en justice. Et puis enfin, la société se voit octroyer des responsabilités, une responsabilité civile et une responsabilité pénale. Ensuite, après la partie consacrée à la naissance de la société, on a une partie qui est consacrée à la vie de la société, puisqu'une fois que la société est créée, la société a une vie. Et la vie de la société, elle est animée par un certain nombre d'acteurs, et les principaux acteurs, ce sont les associés et les dirigeants. Et donc, dans cette partie du cours, on étudie les associés et les dirigeants de la société. Et en ce qui concerne les associés, on s'intéresse à leur rôle, à leurs droits et à leurs obligations. Et donc ici, vous apprendrez notamment que le rôle des associés, c'est principalement de se réunir pour prendre des décisions collectives qui vont impacter le fonctionnement de la société. Et ces décisions collectives, elles peuvent être soit des décisions ordinaires, c'est-à-dire des décisions relatives à la gestion de la société, donc approbation des comptes annuels et affectation du résultat, nomination ou révocation des dirigeants, etc., etc., ou bien des décisions extraordinaires qui modifient les statuts de la société. Voilà donc pour le rôle des associés. Également, les associés ont des droits. Ils ont d'abord des droits politiques. Donc ça va être le droit de participer aux décisions collectives, le droit de vote, et puis également le droit à l'information. Ils ont des droits politiques, mais également ils ont des droits financiers, qui vont être le droit de participer aux résultats de la société, et également le droit de céder ses titres, droit qui est toutefois limité dans certaines formes sociales par un mécanisme d'agrément légal, et qui peut être limité dans les autres formes sociales par une clause d'agrément ou une clause de préemption insérée dans les statuts. Mais donc, dans le cours de droit des sociétés, vous étudierez en détail chacun des droits des associés, aussi bien les droits politiques que les droits financiers. Et puis enfin, oui, les associés ont des droits, mais ils ont aussi des obligations, avec d'abord l'obligation de contribution aux pertes. Donc, que signifie l'obligation de contribuer aux pertes?
Ça signifie que si jamais la société n'a plus suffisamment d'actifs pour payer ses créanciers, si elle n'est plus en mesure de payer ses dettes, eh bien, les associés doivent payer les créanciers de la société avec leurs apports. C'est-à-dire que concrètement, les apports qu'ils ont faits à la société serviront à désintéresser les créanciers, et donc les associés ne récupéreront pas leurs apports. Et puis également, comme obligation des associés, on a l'obligation aux dettes sociales uniquement dans les sociétés à risque illimité. C'est-à-dire que, comme on l'a dit précédemment, dans les sociétés à risque illimité, si la société fait faillite, eh bien, les associés doivent payer les créanciers sur leur patrimoine personnel. Voilà donc pour les associés. En ce qui concerne maintenant les dirigeants, qu'est-ce qu'on évoque dans le cours de droit des sociétés concernant les dirigeants? On évoque d'abord la désignation des dirigeants. Et donc on apprend que les dirigeants sont désignés dans les statuts ou bien par une décision collective des associés. On s'intéresse aussi au rôle des dirigeants, qui est principalement d'assurer la gestion de la société. Et puis enfin, on voit la responsabilité des dirigeants, puisque effectivement les dirigeants peuvent engager leurs responsabilités civiles, tant à l'égard de la société que des associés ou des tiers, et peuvent également engager leurs responsabilités pénales s'ils commettent des infractions pénales dans le cadre de leurs fonctions. Et toujours dans la partie du cours relative à la vie de la société, on a aussi une sous-partie qui concerne l'évolution de la société, puisque la vie de la société peut être ponctuée par certains événements qui nécessitent de modifier les statuts. Ça peut être un changement de dénomination sociale, ça peut être aussi un transfert du siège social, ou bien encore par exemple une modification de l'objet social. Tous ces événements nécessitent de modifier les statuts, et donc vous étudierez en détail la modification des statuts, quelles sont les principales modifications statutaires, ainsi que les règles encadrant la modification des statuts. Et puis enfin, il y a un événement qui nécessite une attention particulière, il s'agit de la transformation. Qu'est-ce que la transformation? La transformation consiste à changer la forme sociale de la société. Par exemple, on a une SARL qui choisit de devenir une SA. Ou bien, on a une SA qui choisit de devenir une SNC, etc., etc. Il y a d'innombrables possibilités. Et donc, vous étudierez les règles à respecter en cas de transformation, ainsi que les effets de la transformation. Et puis enfin, dernière partie du cours de droit des sociétés, c'est tout ce qui a trait à la fin de la société. Et concrètement, la société prend fin par ce qu'on appelle la dissolution. Donc le cours de droit des sociétés s'achève avec l'étude de la dissolution de la société. Et à ce titre, vous étudierez d'abord les causes, les différentes causes de dissolution de la société, et puis ensuite les effets qui sont produits par la dissolution de la société, et en particulier la liquidation, qui consiste à liquider le patrimoine de la société afin de régler le passif, afin de régler les dettes de la société et de partager entre les associés l'actif net restant qu'on appelle le boni de liquidation. Voilà donc pour les grands thèmes du cours de droit des sociétés. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur le droit des sociétés. Maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos de droit des sociétés, je vous mets à l'écran ma playlist de droit des sociétés qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit des sociétés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.